Elisabeth Boujard-Tournant, je travaille à la Fédération française de football et je suis en charge de... Je suis Elisabeth Boujard-Tournant, je travaille à la Fédération française de football et je suis en charge dans cette institution du plan de féminisation du football. Voilà, j'ai également été pratiquante de foot et aujourd'hui je suis membre de l'association Femix Sport, Femmes Mixité Sport, donc on aura l'occasion de reparler un tout petit peu plus tard. Voilà, donc merci à tous d'être présents, le mouvement sportif est présent, les élus politiques aussi, l'éducation nationale et toute personne intéressée. Merci d'avoir répondu à cette invitation de la délégation aux droits des femmes, du pôle sport pour tous, de la direction départementale de la cohésion sociale. Le sujet qui nous rassemble, bien sûr, concerne tout le monde et aujourd'hui est une préoccupation majeure de tous les secteurs de la société et aussi de toutes les couches de la société, l'égalité homme-femme dans le sport. Donc la soirée se déroulera en quatre temps, quelques allocutions d'accueil par les personnes qui nous accueillent ce soir, une présentation générale du thème égalité homme-femme avec des informations diverses, contextuelles, générales, nationales, mais aussi locales de Seine-et-Marne, les tables rondes avec des intervenants, comme vous pourrez le constater, experts en la matière, et bien sûr un temps d'échange avec vous tous, qu'on espère suffisant pour pouvoir recueillir un petit peu vos questions et aussi vos réactions. Voilà, alors dans un premier temps, j'invite Monsieur le maire d'Ozoir-la-Ferrière, Monsieur Jean-François Onetto, à vous accueillir, à vous prononcer quelques mots. Madame de Seine-et-Marne, Madame Nicole Klein, Monsieur Philippe Sebud, directeur départemental de la cohésion sociale, Madame Galeazzi, directrice des services départementaux et d'éducation nationale, Madame Jocelyne Manger, délégué départemental aux droits des femmes et de l'égalité, Monsieur Jean-Pierre Bontou, chers collègues, vice-président du Conseil général de Seine-et-Marne, chargé de la jeunesse, des sports et de la prévention spécialisée, Madame Marie Richard, vice-présidente du Conseil général de Seine-et-Marne, en charge de l'éducation et de l'enseignement supérieur, Madame Brigitte Eudes, conseillère régionale, Monsieur Denis Daune, président du comité départemental olympique et sportif de Seine-et-Marne, cher Denis, Madame Elisabeth Boujard-Tournant, coordinatrice promotion et communication du plan de féminisation à la Fédération française de football et membre de Femix Sport, Madame Marie-France Potreau, présidente de Fermix Sport, Madame Françoise Barthélémy, directrice nationale adjointe de l'Union nationale des sports scolaires. Vous voyez que la liste est très longue et les personnalités ne manquent pas pour cette soirée. Et puis, bien entendu, vous tous, mesdames et messieurs, les membres des associations, mesdames et messieurs les élus également, nombreux dans la salle, et mesdames et messieurs qui êtes venus pour dialoguer sur un sujet d'importance. Alors j'ai le plaisir, effectivement, ce soir, d'accueillir dans notre ville d'Ozoir-la-Ferrière, à l'espace Horizon, dans lequel nous sommes, le colloque départemental sur l'égalité femmes-hommes dans le sport, enjeux et perspectives pour la Seine-et-Marne. Voilà tout un programme. Sans intervenir dans les débats qui vont suivre, animés par des professionnels de la question et qui ne manqueront pas d'être instructifs si j'en juge par les personnes présentes que je vous ai citées, je dirais que la question qui sera abordée ce soir m'a paru plus que d'importance. Pour ma part, je peux vous dire qu'Ozoir-la-Ferrière est une ville très active sur le plan sportif. Jugez-en, nous comptons pas moins de 5000 licenciés sportifs pour 21 000 habitants. Ces sportifs se répartissent sur une quarantaine de disciplines. Et cela n'est pas étranger au fait que nous avons toujours eu à cœur de développer le tissu associatif de la ville, conscient du dynamisme que les associations apportent à cette dernière et tout simplement pour permettre aux jeunes et aux moins jeunes de pouvoir exercer l'activité de leur choix, que ce soit au niveau compétition d'ailleurs ou tout simplement afin de découvrir une activité. De nombreuses structures ont été mises à disposition de ces diverses associations de la ville. Nous avons 5 gymnases, 4 stades, des salles municipales très souvent mises à disposition
afin de permettre de nombreuses réunions, cours ou fêtes, une politique de subvention active également en direction des associations. Mais pour rejoindre le sujet de ce soir et pour faire court, sujet qui nous rassemble, quelle est la place des Ozoiriennes dans le sport local ? 43% des licenciés de la VSOP, c'est la section omnisport d'Ozoir, qui regroupe beaucoup d'activités très diversifiées, et bien 43% sont des femmes. 12% de femmes inscrites à la boxe française, 70% pratiquent l'aïkido, 86% le cyclotourisme, 71% le tai chi chuan et 58% le roller, pour ne citer que ces disciplines, mais évidemment elles s'épanouissent également dans les autres disciplines qui représentent le cœur de notre activité sportive. À Ozoir-la-Ferrière, nous avons eu également une équipe féminine de football qui s'est maintenue 1 an seulement, malheureusement. Nous avions été heureux de pouvoir mettre à leur disposition des terrains ainsi que des créneaux horaires et réitérons le souhait que ce soir de voir plus de types de demandes de ce genre arriver dans nos services et nous essayerons évidemment d'y apporter la réponse la plus positive possible. Alors s'il y a quelques décennies de ça, la femme ne trouvait sa place dans le sport qu'à travers des disciplines bien définies, où l'élégance et la grâce étaient des critères incontournables. De nos jours, je dirais que l'image de la femme dans le sport est plus libérée. Celles qui me viennent en tête sont celles d'une femme active, dans un corps sain, libre et capable de magnifiques performances sportives, mais aussi dans bien d'autres domaines, d'ailleurs professionnels notamment. Madame la préfète en est là pour en témoigner, n'est-ce pas ? Pour autant, je suis sûr que la problématique n'est pas aussi simple. L'objet du débat nous apprendra les enjeux et les objectifs soulevés par le thème de ce soir. Et sans plus attendre, et pour ne pas trop prendre de ce temps précieux, j'ai le plaisir de laisser la parole à Madame la préfète, Nicole Klein, et je vous souhaite à tous, évidemment, une excellente soirée. Monsieur le maire, Madame la vice-présidente, Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs. En fait, c'est vraiment Ozoir-la-Ferrière était la ville où il fallait faire ce colloque. Monsieur le maire, je suis frappée par les chiffres que vous avez donnés. J'espère que les femmes sont aussi nombreuses au conseil municipal. Bien. En tout cas, merci de nous accueillir. Donc, je vous remercie de vous être déplacés aussi nombreux pour échanger sur ce sujet essentiel de l'égalité femmes-hommes dans le sport. Vous le savez, le gouvernement s'est lancé dans une démarche très forte pour l'égalité lors du comité interministériel du 30 novembre, durant lequel chaque ministère s'est engagé dans une feuille de route qu'il nous appartient désormais de décliner au niveau départemental. Ce soir donc, la réflexion se portera sur le sport et je suis sûre qu'à partir de cette soirée, on pourra extrapoler sur le rôle des femmes en général et évidemment des relations entre hommes et femmes sur un domaine dont vous avez bien noté, monsieur le maire, qu'on voyait d'abord surtout les femmes comme danseuses ou comme gymnastes. Mais j'ai entendu qu'elles faisaient beaucoup d'aïkido à Ozoir-la-Ferrière. Donc attention, messieurs. Ce soir, donc, la réflexion portera sur le sport. Ce domaine, souvent considéré comme étant dominé par des valeurs masculines, n'échappe pas à ces constats d'inégalité, malgré des évolutions notables ces dernières années, tant en ce qui concerne l'accès à la pratique que la prise de responsabilité des femmes dans les instances dirigeantes, parce qu'il y a les deux sujets, la pratique et la présence des femmes dans les instances dirigeantes. Des engagements fermes ont été pris à tous les niveaux, Nations Unies, Europe, France, en lien avec le mouvement sportif, et ces engagements devraient permettre, au terme de la prochaine Olympiade, d'aboutir à de réelles avancées dans ces domaines. L'État, en Seine-et-Marne, s'est donc engagé depuis 2012 dans cette démarche de progrès, en partenariat avec le Conseil général, très bien représenté ce soir, le comité départemental olympique et sportif, la direction régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale, et l'association Femix Sport, que je remercie très vivement de leur implication. Je souhaite souligner à ce stade que cette question est traitée dans le cadre de l'approche intégrée de l'égalité
par la direction départementale de la cohésion sociale. En effet, ce programme a été mis en œuvre dès son origine de manière conjointe par le pôle sport pour tous et la délégation aux droits des femmes. Plusieurs étapes jalonnent le programme, une étude sur la pratique sportive féminine et la prise de responsabilité des femmes dans le sport, un état des lieux et une mise en perspective partagée avec le milieu sportif, avec la tenue en octobre de 2 réunions territoriales, lesquelles ont mobilisé chacune une quarantaine de responsables d'associations sportives, la rédaction d'un guide présenté sous forme dématérialisée. La première version vous a été remise ce soir et le guide sera actualisé périodiquement et téléchargeable en ligne. La tenue du colloque de ce soir sur les enjeux et les perspectives de l'égalité femmes-hommes dans le sport pour la Seine-et-Marne. La mise en œuvre, enfin, sur toute la durée de l'Olympiade 2013-2016 d'un plan global de développement de la féminisation du sport, incluant notamment une réflexion approfondie pluridisciplinaire sur certaines thématiques par la tenue de groupes de travail, des sessions de formation, sensibilisation à l'intention des dirigeants, la mise en œuvre d'actions de terrain avec des comités, clubs, associations et collectivités locales volontaires. Comme vous le voyez donc, ce colloque n'est pas un aboutissement, mais un point de départ dans la construction d'une culture et de pratiques communes pour promouvoir l'égalité. J'avais personnellement écrit à 2 ministres femmes pour qu'elles assistent à cette soirée, Madame Najat Vallaud-Belkacem et Madame Fourneyron, ministre des Sports, qui ne sont pas là, mais qui ont envoyé des petits films où elles s'expriment. Donc vous voyez que cette soirée a suscité leur intérêt. Moi-même, je ne pourrais pas rester jusqu'au bout de la soirée, mais j'ai une sous-préfète de ville qui est une ancienne sportive de haut niveau, je ne sais pas si vous le saviez, voilà, donc qui continuera, j'espère, qui assistera à ces travaux, comme quoi le sport peut mener à la préfectorale et la préfectorale au sport. Bonne soirée à tous. Merci Madame Klein. Monsieur Denis Daune, président du comité départemental olympique et sportif de Seine-et-Marne. Monsieur Daune. Madame la préfète de Seine-et-Marne, Madame et Monsieur les vice-présidents du Conseil général, Monsieur le maire, j'arrêterai là, je ne vais pas recommencer la liste, Monsieur le maire l'a très bien fait, Mesdames, Messieurs, chers amis. Le thème de ce soir, femmes et sport, est un sujet encore neuf, et pourtant historiquement ancien. On peut remonter aux premiers jeux de l'Antiquité qui surfèrent une place limitée aux femmes, hors des Jeux olympiques, lors des Jeux d'Héra. On peut aussi rappeler que Pierre de Coubertin, en réinstaurant les Jeux en 1896, exclut catégoriquement les femmes en leur réservant le rôle de couronner le vainqueur. Pourtant, dès le début du XXe siècle, les femmes furent admises à certaines épreuves, le golf, le tennis, le tir à l'arc, la voile et le patinage. En 1928, la décision fut prise d'inclure les femmes dans les 8e Jeux d'Amsterdam. Et la participation des femmes fut désormais en progression continue, même si elle pourrait être aujourd'hui plus rapide. Il faut attendre ces 15 dernières années pour que de nombreuses rencontres institutionnelles et associatives débattent du sport féminin, entraînant des déclarations communes et des créations de réseaux. Il existe depuis une dizaine d'années plusieurs réseaux internationaux. Le réseau Europe Femmes et Sport, qui regroupe plus de 40 pays européens, le groupe de travail international sur les femmes et le sport lancé de la conférence de Brighton en 1994, la déclaration de Brighton de 1994 a été adoptée par près de 280 participants représentant 82 pays, organisations sportives, gouvernementales, et notamment par le Comité international olympique. Ce dernier a révisé en 1979 sa charte pour introduire le principe de l'égalité des sexes et organiser 2 conférences mondiales femmes et sport. Il semble donc opportun que la Seine-et-Marne se mette au diapason de toutes ces initiatives. La mise en perspective historique ne saurait faire oublier les disparités géographiques. Contrairement à d'autres thématiques de l'égalité des chances, la pratique sportive féminine correspond au partage classique du Nord et du Sud de l'Europe. Par exemple, selon l'étude Compass,
réalisé à l'initiative du Conseil de l'Europe en 1999, 79% des femmes suédoises pratiquent un sport, et taux identique à celui des hommes, contre seulement 15% des femmes italiennes et 32% des hommes. Il est intéressant de noter également une grande diversité des autorités responsables. Gouvernement, mais aussi autorités locales, pays du Sud, gouvernements locaux, mais aussi syndicats et églises, prennent en charge les activités sportives. C'est pourquoi il semble judicieux de maintenir l'objectif fédérateur de l'égalité des chances, surtout si l'on sait que dans les activités culturelles des Européens, le sport arrive après la fréquentation du cinéma, des bibliothèques et des monuments historiques, mais avant les musées, les concerts ou le théâtre. Les actrices du monde sportif, rencontrées lors de différentes manifestations, ont toutes insisté sur le retard important de leur reconnaissance dans les instances de décision et sur la nécessité qu'elles soient pleinement associées à l'avenir du sport de haut niveau. Je pense que l'expérience accumulée, les enseignements tirés de vraies réussites, mais aussi de cuisants échecs, permettront d'aboutir à de nouvelles avancées. En effet, l'accès des filles et des femmes à tous les sports doit retenir notre attention, mais cet accès ne se réalisera que si les femmes sont reconnues et acceptées dans les structures sportives à tous niveaux. Pour conclure, il faudrait souligner l'importance des responsabilités des femmes dans l'encadrement et la prise de décision des organisations et des mouvements sportifs. Je vous souhaite de très fructueux échanges, assortis de préconisations concrètes et bien évidemment de déclinaisons opérationnelles et adaptées, et surtout effectives. Bonne soirée à tous. Merci M. Beaune. La parole maintenant à M. Jean-Pierre Pontou, premier vice-président du Conseil général. Madame la préfète, monsieur le maire, madame la vice-présidente du Conseil général, chère Marie, monsieur le président du CDOS, cher Denis, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des services de l'État et mesdames et messieurs les représentants des associations sportives et élus locaux, je vous remercie vraiment pour cette invitation et vous prie d'accepter les amicales salutations de Vincent Eblé, président du Conseil général, retenu par ailleurs. C'est avec un intérêt évident que je participe à cette soirée autour du thème « Féminisation dans le sport, enjeux et perspectives pour la Seine-et-Marne ». L'engagement du Conseil général sur ce thème a été formalisé dans la charte du sport, qui a été signée avec l'ensemble du mouvement sportif, notamment le CDOS, mais aussi avec l'État, l'UNSS, l'UCEP, en janvier 2007. Cela se concrétise évidemment dans les politiques départementales, notamment pour différentes interventions que effectue le Conseil général auprès des collectivités territoriales et des associations. Il en est ainsi pour les écoles d'initiation sportive, vous savez, qui permet à nos jeunes enfants de commencer à appréhender le sport, les pratiques physiques, et où nous bonifions donc la subvention du Conseil général en fonction de la présence des filles, notamment au-delà de 40%, et de plus en plus d'associations tiennent maintenant presque l'équilibre progressivement, avec une augmentation évidemment sensible des participants, puisqu'il y a maintenant près de 10 000 enfants qui participent à ces écoles. Lors d'une table ronde que nous avons tenue aux rencontres annuelles du sport en 2011, nous avions noté avec l'ensemble des participants à la fois l'évolution positive du sport féminin, il y avait vraiment un regard vraiment intéressé et positif, qui était dû, à notre avis, à l'effort conjugué, notamment évidemment les pratiques innovantes des comités départementaux, des fédérations sportives, mais aussi particulièrement au travail remarquable de l'UNSS sur cette question, qui fait dans ce département un très bon travail. Effort évidemment que nous soutenons financièrement, malgré les difficultés que traversent nos collectivités territoriales, notamment depuis 2009, mais effort soutenu. Par contre, nous remarquions quelques difficultés lors de ces rencontres annuelles du sport, donc pour la présence des femmes dans les instances dirigeantes,
Et c'est donc un sujet qui me tient à cœur et c'est un des thèmes de la soirée. Même si je constate ici ou là des progrès. Nous avons quelques femmes qui dirigent des comités départementaux maintenant. Nous avons des femmes maires adjointes, il y en a dans la salle, au sport. Nous l'avons dit, l'organisation du sport a d'abord été pensée au masculin. Et on peut constater d'ailleurs que l'ensemble de la société est aussi pensée au masculin. Et autant la présence des femmes paraît naturelle dans les pratiques physiques et sportives, autant dès qu'il s'agit du pouvoir, elle l'est un peu moins, quand cette présence n'est pas tout simplement inexistante. À ceux qui pensent que ce combat est dépassé, parce que souvent je l'entends dans le milieu sportif, mais aussi malheureusement dans le monde politique, à ceux qui pensent que les lois et les règles suffisent pour assurer la parité et le partage de responsabilités, pour la maîtrise de l'humanité, je dirais que nous ne sommes pas au bout de nos efforts pour faire en sorte que le sport se conjugue au féminin comme au masculin. Et cette soirée peut y contribuer. Cela implique pour la société un changement culturel, un autre regard sur les modes de fonctionnement, nous le disons, je l'entends souvent d'ailleurs dans les assemblées générales de nos associations. Ça effectivement implique un changement de mode de fonctionnement, à la fois des associations, mais aussi des assemblées élues, pour les faire évoluer et recueillir toute la richesse de l'humain dans ses composantes féminines et masculines. C'est pourquoi nous soutenons particulièrement le travail des associations d'éducation populaire qui travaillent sur ces thèmes tout au long de l'année, à la fois en direction de nos collégiens, des jeunes plus particulièrement. Que vous soyez à l'initiative, Madame la Préfète, avec vos services dans ce moment de réflexion, nous donne une motivation supplémentaire pour poursuivre le travail engagé au service du sport au féminin en Seine-et-Marne. Soyez assurés, Madame la Préfète, Mesdames et Messieurs, de mon engagement, de celui de mes collègues du Conseil général qui sont présents, certains dans la salle ce soir, des services sport et jeunesse du département également présents dans la salle, pour contribuer activement aux pistes de réflexion et d'action que vous avez proposées pour cette soirée. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci de votre participation, votre accueil. Je vous invite à regagner les rangs. Nous allons ainsi pouvoir, comme l'a souligné tout à l'heure Madame la Préfète, vous présenter les messages de nos ministres qui ont tenu à se manifester aujourd'hui sur ce thème qui leur tient à cœur, à commencer par la ministre des Sports, Madame Valérie Fourniron, et ensuite celle des droits des femmes, Madame Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, permettez-moi de m'excuser de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui, pourtant sur un sujet qui me tient à cœur et depuis de nombreuses années. L'égalité des femmes, des hommes dans la pratique sportive. Et cette égalité, elle est un des éléments importants portés au sein de notre gouvernement paritaire, le premier de l'histoire de la Ve République. Avec Najat Vallaud-Belkacem, nous voulons que dans l'ensemble de la gestion des ressources humaines, des politiques publiques, il puisse y avoir cette égalité et qu'il puisse y avoir cette lutte contre l'ensemble des stéréotypes de genre que l'on peut voir dans beaucoup de milieux. Et le sport est un milieu qui doit prendre en compte sa réalité aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai souhaité que le pôle ressources, le travail mené, comme ici avec tous les acteurs de la direction départementale de la cohésion sociale, avec l'association Femix, avec le mouvement sportif, nous avons l'obligation de progresser. Progresser pour que dans les territoires où cette inégalité est la plus manifeste, dans nos quartiers populaires, où il n'y a pas suffisamment d'offres pour le public féminin, où nous avons besoin d'améliorer la place en matière d'encadrement, en matière d'arbitrage, où nous avons aujourd'hui une réalité dans l'ensemble de l'organisation du mouvement sportif qui doit impérativement, dans le cadre du travail que nous menons avec ce mouvement sportif, dans le cadre des moyens que nous lui accordons, qu'il y ait une prise en compte beaucoup plus importante
vers cette parité de nos dirigeants. Et je remercie tous ceux qui, aujourd'hui, veulent, avec nous, progresser pour permettre à ce que demain, il y ait plus de femmes présidentes de fédérations sportives, plus de femmes directrices techniques nationales, plus de femmes arbitres, plus de femmes qui, à cette occasion, montrent combien nous avons besoin de cette diversité. Elles nous le rendent tellement bien, les femmes, dans leur parcours d'excellence. Encore cet été, au moment des Jeux Olympiques, des parcours exceptionnels qui ont maillé l'excellence du sport français et qui, encore, dans nos médias, sont insuffisamment mises en valeur. Donc, sur tous ces champs, j'ai déjà pris ma part de responsabilité avec Najat Vallaud-Belkacem, avec l'ensemble des acteurs sur les territoires. Nous devons impérativement faire de cette priorité de l'égalité des femmes et des hommes dans les pratiques sportives demain une réalité. Chers amis, chères championnes, bonjour à toutes et à tous. Je ne pouvais vraiment pas être physiquement parmi vous aujourd'hui, mais je voulais quand même que vous sachiez à quel point le sport au féminin me tient à cœur. Et c'est pourquoi je vous adresse ces quelques messages, pour vous dire aussi les raisons pour lesquelles j'ai été amenée à faire du sport un des axes de mon combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Récemment, dans un entretien que j'ai consacré à l'équipe, j'ai eu l'occasion de dire « je veux faire du sport un outil de changement social ». Je dois bien vous l'avouer, je n'étais pas la première à prononcer cette phrase. Elle a été pour la première fois en 1973 par la grande championne de tennis américaine Billie Jean King. Vous vous en souvenez, bien sûr, elle avait eu le culot pour l'époque d'aller battre à plate couture le champion Bobby Riggs. Et sa victoire à ce moment-là avait eu un tel écho que dans la foulée, le nombre de licenciés de fédérations de tennis féminin américaines avait explosé. Et au fond, qu'est-ce que nous apprend cette histoire? Que le sport, en effet, a un rôle social, que le sport, c'est un espace de citoyenneté, un espace d'égalité, que le temps d'une partie, d'un match, d'une compétition, eh bien, les barrières peuvent tomber, les différences d'âge peuvent s'effacer, les origines sociales peuvent être oubliées, et que, au fond, cet esprit sportif, tellement précieux, il ne s'arrête pas en plus à la sortie du terrain, de la piste, du ring ou de la patinoire. Il continue dans la société. On voit bien que les clubs français, aujourd'hui, forment un extraordinaire maillage du territoire. On voit que les parents se retrouvent généralement autour des terrains pour discuter pendant que leurs enfants jouent. On voit que les sportifs sont des modèles pour des milliers, des millions de jeunes. On voit enfin que les clubs font travailler en Europe plus de 7 millions de personnes. Donc cet esprit sportif, en réalité, il infuse la société tout entière. Et donc, comme il infuse la société tout entière, il est essentiel que le sport soit considéré comme un des vecteurs de l'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà ce que j'ai voulu dire. Au fond, le sport, comme vecteur de l'égalité entre les femmes et les hommes, vous savez, c'est un peu son histoire. Beaucoup l'ont oublié, mais le monde sportif a été un des pionniers de ce combat pour l'égalité entre les sexes. C'est notamment à travers la pratique du sport que les femmes ont petit à petit pu faire évoluer le débat sur la mixité, puis revendiquer le droit à disposer de leur corps. Et progressivement, on a vu les ligues s'ouvrir aux femmes. En 1968, elles étaient 9% de licenciés. Et aujourd'hui, elles sont 48%. Près de la moitié des licenciés sportifs en France sont des femmes. Et pourtant, on ne peut pas dire que le compte est bon. On ne peut pas dire parce que les inégalités sont toujours là, elles persistent. Moi, j'en identifie 3, par exemple, d'inégalités qu'il nous faut absolument combattre. La première, c'est les inégalités dans la représentation. Je veux dire, on voit bien, quand on regarde les femmes qui pratiquent un sport, qui entraînent, qui participent à la gestion d'une fédération, eh bien, on voit qu'elles se heurtent au même plafond de verre que celui qu'on rencontre dans le monde du travail, quand il s'agit d'accéder aux hautes responsabilités. On voit que nos comités directeurs dans les fédérations sont quand même très, très masculins. C'est pour ça qu'avec Valérie Fournéron, ma collègue en charge des sports, on a entamé
dès cette semaine, un dialogue avec les fédérations sportives pour pousser un peu plus loin le curseur et passer de la simple proportionnalité des sexes dans la représentation à la véritable parité. Donc ça, c'est la première inégalité contre laquelle il faut lutter. La deuxième, je dirais que ce sont toutes les inégalités dans la médiatisation des sports. Et ça, c'est vraiment un problème majeur, parce que au fond, tout le monde le comprend très bien. Plus un sport est exposé médiatiquement, et plus un sport va attirer des licenciés. Plus un sport est exposé médiatiquement, et plus un sport va attirer des sponsors. Plus un sport est exposé médiatiquement, là encore, et plus il va influencer l'imaginaire collectif. Or, aujourd'hui, le compte n'y est pas. Un exemple simple, qui sait par exemple qu'il y a en France plus de footballeuses que de danseuses? Personne. Les médias influencent la représentation du sport féminin et nous avons décidé de les inciter très fortement à représenter désormais les performances sportives des femmes à égalité avec celles des hommes. Et puis le troisième bloc d'inégalités auxquelles sont confrontées les femmes dans la pratique sportive, c'est les inégalités dans le financement. Et celle-là me semble particulièrement scandaleuse parce que ce financement est souvent porté par les pouvoirs publics, par les acteurs publics. Or, on constate qu'au niveau local, dans certaines mairies, les clubs féminins vont toucher 60% de subventions de moins que les clubs masculins, pourtant de même niveau. Et évidemment, derrière, c'est toute la structure qui en pâtit. Ça veut dire des équipements sportifs moins sophistiqués, ça veut dire un encadrement médical de moins bonne qualité, plus léger. Ça veut dire des sportifs de haut niveau aussi qui sont moins bien rémunérés que ne le sont les sportifs de même niveau. Alors on va peser de tout notre poids pour que des conventions ambitieuses soient signées entre l'État et les fédérations avec des engagements contraignants en faveur de la féminisation des clubs et de l'encadrement technique. Le sport féminin, j'ai souvent l'occasion de le dire, est une chance pour les fédérations. Et les fédérations doivent saisir cette chance. Voilà en quelques mots les raisons qui m'ont poussée à m'intéresser au sport au féminin. Vous l'aurez compris. En conclusion, je vais vous dire une chose. Vous savez, le ministère qui est le mien, le ministère des droits des femmes, c'est un ministère du temps long. Ma logique, ce n'est pas une logique de révolution, mais une logique d'évolution. Les actions que nous menons ici vont impacter directement, certes, les mentalités, les préjugés, les inégalités, mais bien que les impactant directement, elles ne produiront des effets par définition qui ne se verront que dans peut-être la prochaine décennie. Or, j'estime que le monde sportif, lui, peut être un accélérateur de ce changement. Je pense vraiment que vous pouvez accélérer ce changement, qu'avec vous, on peut faire l'égalité pour 6,5 millions de femmes, pour 6,5 millions de sportives licenciées dans un club. Et avec vous, on a la possibilité d'agir sur le temps court, sur le quotidien. On a besoin des femmes extraordinaires que vous êtes pour agir sur l'ordinaire, en quelque sorte. Voilà, à travers ce court message, je souhaitais d'abord vous dire à quel point nous vous soutenons dans vos démarches. Espérer qu'il en ressortira des propositions originales, imaginatives, constructives, et que vous viendrez très prochainement toquer à la porte de mon ministère pour que nous travaillions ensemble au changement. Je me tiens évidemment à votre disposition. Merci et que les meilleurs gagnent. Merci mesdames. Après tous ces discours et ces impulsions politiques, qu'elles soient locales ou nationales, ce qui est très important parce que c'est tout ce que pour avancer il nous faut des décisions politiques. Nous allons entrer dans le vif du sujet, cette fois, dans le cœur du sujet du thème égalité hommes-femmes dans le sport. Avant d'inviter sur scène les personnes qui vont présenter la thématique, je voudrais quand même vous présenter rapidement notre grand témoin de la soirée. C'est important, elle a fait la gentillesse d'être là ce soir. Aya Sissoko, que vous connaissez sans doute, championne de France, d'Europe, du monde de boxe française et anglaise, diplômée de l'Institut politique de Paris, et également co-auteur d'une autobiographie, dont le titre est Dambé, voilà, dans lequel elle raconte tout son parcours. Et voilà, Aya aura l'occasion de s'exprimer tout à l'heure, mais vous pouvez rester Aya.
C'est même très souhaité, je crois. Merci en tout cas d'être là et Aya nous fera partager son expérience et aussi sans doute ses conseils. Tout d'abord, pour présenter cette thématique, j'invite sur scène Madame Béatrice Barbus. Béatrice Barbus, maître de conférence en sociologie à l'Université de Paris-Est Créteil. Et, vous le savez sans doute, ancienne présidente de l'US Ivry Handball masculin, club professionnel, première femme en France, a présidé un club de sport collectif professionnel. Madame Floriane Barretta, éducatrice sportive, formatrice au CREPS, ancienne conseillère technique à la Fédération du sport moderne, PEPMM Sport pour tous, pardon, excusez-moi, et qui, dans le cadre d'une étude en master menée pour l'association FEMIX, va nous présenter aujourd'hui le résultat de ses travaux. Ça me permet de dire un tout petit mot quand même. Vous avez entendu parler plusieurs fois ce soir déjà de l'association FEMIX, Femmes Mixité Sport, l'association qui a maintenant 13 ans d'existence par sous couvert de sa secrétaire ici, et dont le but est bien sûr de promouvoir l'accès à la pratique sportive, mais aussi aux postes dans les instances, aux postes de direction et de décision dans les instances. FEMIX est une association reconnue aujourd'hui, les ministres l'ont cité, les rencontres ont eu lieu récemment avec les ministères, et je pense qu'aujourd'hui, l'association a voix au chapitre sur pas mal de sujets, et est même force de proposition dans les hautes instances politiques. Voilà, donc Floriane la représente, mais nous aurons aussi également tout à l'heure d'autres personnes de FEMIX. Également monteront sur scène pour présenter les actions plutôt locales, Madame Catherine Seur et Philippe Bellac, qui eux vous présenteront donc les actions pour la Seine-et-Marne, les engagements du DOS. Donc, dans un premier temps, Madame Barbus, je vous donne la parole pour présenter la thématique qui vous est chère, je crois. Cher, oui, qui m'est chère en effet. Qui m'est chère parce que je l'ai vécu dans ma chair justement et dans mon corps, cette problématique de l'accession à des postes de dirigeants quand on est une femme dans le sport, surtout le sport de haut niveau. Pour moi, une femme qui se bat au judo, dans une autre discipline, ce n'est pas quelque chose de naturel, de valorisant. Pour l'équilibre des enfants, je pense que la femme est mieux au foyer. Vous avez compris que ce n'est pas une phrase de moi, bien évidemment, mais de David Douillet, extrait de son livre, alors ministre des Sports. Pour se défendre, quand on lui a reproché, bien entendu, d'avoir écrit cela, il a dit « Oh, ce sont des propos de vestiaire ». Ça vous donne le ton, un petit peu, de ce que l'on vit quand on est une femme dans un milieu du sport. Alors, doit-on le rappeler? Certains d'entre vous l'ont déjà dit en introduction, les activités physiques, au-delà du sport, les activités physiques sont à l'origine faites par des hommes et pour des hommes, pour deux raisons essentielles. La première, notamment à l'époque gréco-romaine, mais également au Moyen-Âge, les activités physiques étaient pour préparer les hommes à la guerre. Il fallait effectivement, en temps de paix, se maintenir en forme, et certaines activités physiques permettaient justement de cela. Et puis, deuxièmement, les hommes faisaient des activités physiques pour les préparer également à l'apprentissage de la virilité masculine, c'est-à-dire à devenir un homme. Et donc, les activités physiques, dès les premiers millénaires, sont d'abord un entre-soi, exclusivement masculin, où l'on apprend à devenir et à être un homme. Puis, faisant un bond dans le temps, arrive la fin du XIXe siècle et le sport, non plus les activités physiques, mais le sport, s'installe et se développe en tant qu'activité sociale en France. Alors va commencer une longue histoire entre le sport et les femmes, une longue histoire qui est une histoire chaotique, conflictuelle, mais toujours passionnée et aussi passionnante. Mais rien ne leur a été donné et rien ne leur a été épargné. Heureusement que quelques privilégiés, et ES, ont bravé les barrières pour que l'on puisse, nous, les femmes, pratiquer du sport. Parmi elles, bien sûr, certains connaissent, d'autres pas, personne ne l'a cité pour le moment, Alice Milla s'est particulièrement distinguée pour deux raisons essentiellement. La première, c'est qu'elle s'est battue contre le baron Pierre de Coubertin et les institutions sportives masculines de l'époque pour que les femmes, pour que nous puissions faire du sport. Et puis deuxièmement, parce qu'elle est la première grande dirigeante du sport. C'est grâce à son activisme institutionnel que nous pouvons aujourd'hui pratiquer du sport, alors qu'auparavant on leur interdisait pour diverses raisons, souvent médicales, trop fragile, ça fait descendre des organes féminins,
une influence négative sur la maternité, j'en passe et d'autres. Et pourtant, Alice Mia, son nom n'apparaît ni dans le dictionnaire, et elle n'a pas la chance d'avoir sa statue au Comité national olympique du sport français. Pierre de Coubertin, oui. Alors, près d'un siècle après, bien sûr que les choses ont beaucoup évolué, et les femmes aujourd'hui font partie désormais du paysage sportif incontestablement. Elles ont évolué à partir essentiellement de la fin des années 80. Aujourd'hui, plus rien ne leur est interdit, même les sports qui sont considérés comme masculins, comme la boxe, le judo ou d'autres. Et au-delà de la pratique sportive en elle-même, elles occupent également dorénavant à peu près toutes les fonctions possibles et inimaginables dans le monde sportif. Elles sont journalistes, on trouve des arbitres, des kinésithérapeutes, des entraîneurs adjoints. Elles occupent aussi des fonctions administratives et managériales, directrices de marketing, de la communication, de l'événementiel. Elles sont aussi dirigeantes, elles sont également spectatrices, elles viennent de plus en plus dans les stades, dans les gymnases. Elles sont chercheuses, elles sont étudiantes en STAPS. Il y a aussi des enseignants en STAPS. Bref, la liste pourrait être encore beaucoup plus longue. Mais nous sommes là aujourd'hui, ce soir. C'est bien qu'il y a un problème. En effet, il y a une sous-représentation, comme certains vous l'ont dit, dans certaines disciplines, celle dite encore masculine, bien évidemment. Il y a une parité qui est non atteinte aux Jeux Olympiques. Il y a beaucoup moins de femmes licenciées en club, donc qui font du sport compétitif. Il y a une sous-représentation dans certaines fonctions, journalistes, entraîneurs, cadres techniques. Il y a une sous-représentation dans les médias. Bien évidemment que le financement est également inégalitaire. Et puis il y a bien évidemment certaines fonctions, ou plutôt certains niveaux de responsabilité qui sont encore difficiles à atteindre, voire quasiment impossibles à atteindre. Il existe en effet, comme l'a dit Madame la Ministre, un plafond de verre, selon la formule consacrée en sociologie du genre. Un plafond de verre, c'est-à-dire invisible, mais pourtant bien présent, qui empêche les femmes d'accéder aux plus hautes fonctions dirigeantes. Alors, vous allez me dire, comme partout, dans tous les domaines de la vie humaine, dans toute la société, c'est le cas. Oui et non, vous répondrai-je. Oui, car c'est le constat que tout le monde fait, en effet. Dans tous les secteurs de la vie humaine, de la vie sociale, les femmes sont moins bien représentées, c'est une certitude. Mais je vous dirais non également parce que dans le milieu sportif, la discrimination est particulièrement criante et beaucoup plus importante que partout ailleurs, y compris comparativement au monde politique, au monde de l'entreprise. Je ne vais pas ici vous donner des chiffres, mais si on prend ne serait-ce que les entreprises du CAC 40, donc les plus grandes entreprises françaises, on a au conseil d'administration aujourd'hui des entreprises du CAC 40, plus de 10% des femmes, je crois qu'on avance assez vite, on est même à 15%. Si on prend en France aujourd'hui, d'après une enquête que j'ai faite il y a quelque temps, les 136 clubs de l'élite française dans les 5 sports collectifs que sont le football, le rugby, le handball, le basket et le volleyball, 136 clubs ça représente. Et bien aujourd'hui, il n'y a pas une seule femme qui en est présidente, j'étais la seule effectivement jusqu'à il y a 2 mois, en handball, en étant présidente de l'USI de handball. Il n'y en a pas une seule, 0%. Donc on est très loin derrière les autres secteurs de la vie humaine et de notre vie sociale. Alors, bien sûr que la discrimination ne se fait pas de manière aussi délibérée qu'au temps d'Alice Mia, bien évidemment. Non, non, les choses aujourd'hui sont beaucoup plus insidieuses. Quoique, en entendant certains propos de certains sénateurs il y a quelques jours, on peut se demander quelquefois. Mais non, la discrimination est beaucoup plus insidieuse aujourd'hui. Alors face à cela, certains proposent de faire évoluer, et ce sera le thème d'ailleurs d'une des tables rondes, l'organisation de notre société, en créant davantage de circuits d'accueil pour la garde des enfants, des réunions moins tardives. Comme si les hommes, les maris, les conjoints, les pères ne pouvaient pas se substituer à leurs femmes et aux mères pour certaines tâches élémentaires de la vie familiale. Mais malgré tout, il faut le dire, sociologiquement, ce type de dispositif peut permettre aux femmes, notamment de catégories populaires, de venir faire plus volontiers du sport, incontestablement. Mais ce type de mesures ne peuvent être que des mesures transitoires. Pour quelles raisons? Je vais vous le dire, bien évidemment, par la suite. D'aucuns considèrent aussi que c'est une question de compétences. Nous serions moins compétents ou nous n'aurions pas les compétences pour atteindre certaines fonctions dans le monde sportif. Alors là aussi, je peux le dire très tranquillement, s'il suffisait d'avoir des compétences pour accéder à des postes de responsabilité, ça se saurait. Des femmes en ont et elles n'y ont pas accès. Des hommes ont accès à certaines fonctions de responsabilité et eu égard à mon expérience, vous
Vous avez compris la suite de ma phrase. Non, les causes sont beaucoup plus profondes. Elles prennent leur source dans nos inconscients, dans nos modes de socialisation. Le mode de socialisation, ce processus bien connu des sociologues qui nous apprend aux uns et aux autres, au fond, à bien tenir notre place dans cette société. Dans notre société, nous avons une place, en effet, ce que l'on appelle un statut en sociologie. Et à chaque statut correspond un rôle. Un rôle, c'est-à-dire un ensemble de comportements qui sont attendus de notre part, de la part des autres. En tant que, par exemple, imaginons que je suis une jeune femme, encore, assise dans un bus, bondée, une dame âgée entre. Mon rôle est de lui céder ma place. Et le problème, justement, c'est qu'on sait tous que lorsqu'on est un homme ou une femme, nous n'avons pas le même statut. Et donc, nous n'avons pas le même rôle aujourd'hui dans cette société. Une des premières sociologues et anthropologues à s'être intéressée à la question, c'est Elena Giannini Bellotti, dans un ouvrage qui est aujourd'hui un classique qui s'appelle « Du côté des petites filles », un ouvrage qui date des années 70, où elle a suivi des femmes enceintes du début jusqu'à la fin de leur grossesse, pour voir si elles se comportaient, elles et leur entourage, de la même manière selon qu'elles savaient ou non si c'était un petit garçon ou une petite fille qu'elles attendaient. Et bien évidemment, les différences sont flagrantes. On n'impose pas les mains de la même manière sur le ventre, on ne lui parle pas de la même manière, on ne lui fait pas écouter éventuellement les mêmes musiques. Mais ce n'était pas de cela dont je voulais parler. Elle va à un rendez-vous pour faire un entretien chez une dame qui a un petit garçon et une petite fille. Et cette dame qui reçoit donc Elena Bellotti va demander à son petit garçon de lui ouvrir la porte de garage pour qu'elle puisse garer sa voiture et va demander à sa petite fille de lui apporter un verre de lait. Aurait-elle fait l'inverse? Non. Les enfants se seraient permis eux-mêmes de faire l'inverse? Non plus. Chacun son rôle, chacun sa place. Et de ce point de vue-là, je vous ai amené quelques petites photos. La période de Noël, on peut le dire, c'était il n'y a pas très longtemps. Vous avez tous acheté certainement des cadeaux pour des enfants. Cette période est tout à fait intéressante de ce point de vue pour voir si les choses évoluent. Alors, on ne voit pas bien les couleurs, mais bien évidemment, le rêve de princesse est en rose, hein, le fond est rose, bien sûr. Vous voyez, je crois que je n'ai pas besoin de les commenter. Hein. Il y a Barbie, il y a la petite fille qui fait le ménage. Donc, notre rôle, c'est soit d'être une princesse, donc de trouver le prince charmant, de rester à la maison et puis de profiter de la vie comme ça. Ou si on n'est pas une princesse et qu'on n'a pas la chance d'avoir des gouvernantes, et on va devoir faire le ménage, etc. etc. Pour les garçons, évidemment, hein, les garçons, c'est l'action. C'est l'action, c'est des gens qui sont acteurs parce qu'ils vont devoir assumer le pouvoir. Ils sont aussi, vous voyez, ils conduisent, donc on l'a toujours. Et puis ils sont les sauveurs, Superman. Donc tout ça fait que, bien évidemment, vous l'avez compris, il y a un certain nombre d'institutions qui jouent un rôle primordial dans le mode de socialisation. La famille, bien évidemment. La famille. L'école, bien sûr. L'école est fondamentale. De la maternelle jusqu'à l'université, j'allais dire. Les médias. Et les médias, quel rôle là aussi ils jouent dans la socialisation? C'est une publicité que j'ai vue cet été dans le magazine L'Équipe magazine qui sort tous les week-ends. Je le citais, c'est la Société Générale. Elle a retiré sa publicité parce qu'elle a reçu tellement de lettres. Voilà la première. Rien n'est plus beau que l'esprit d'équipe. Donc on y voit des hommes, des petits jusqu'aux parents, aux pères. Hein, voilà, il y a toutes les générations qui sont représentées. Et puis là, vous voyez, les femmes, où se trouvent-elles? Elles sont juste à côté, mais pour préparer la troisième mi-temps, enfin ce qui fait fonction ici de troisième mi-temps. Bref, voilà comment prennent naissance des stéréotypes que l'on appelle des stéréotypes de genre, et comment nous les véhiculons sans forcément, bien évidemment, nous en rendre compte. Et je tiens à le préciser, nous véhiculons ces stéréotypes de genre hommes et femmes confondus. Hommes et femmes confondus. Je me trouvais à la commission grande salle présidée par Daniel Costantini et sous le secrétariat d'État de Ramayad. Première réunion, Ramayad, donc ministre, secrétaire d'État, pardon, au sport, s'installe, voilà, et elle s'adresse à nous en disant, j'étais la seule femme avec elle dans l'Assemblée, et elle s'adresse en disant, messieurs les présidents, je l'ai regardé, je fais non, vous ne pouvez pas faire ça, c'est pas possible. Vous voyez, hommes et femmes confondus, nous véhiculons ces stéréotypes de genre, et sans nous en rendre compte, bien évidemment. Le résultat de tout ça est que nous réservons les fonctions et les activités les plus socialement valorisantes aux hommes, et le reste pour les femmes. Et bien sûr, les fonctions de pouvoir, qu'elles soient administratives ou sportives, en font partie.
comme l'ont montré d'ailleurs très bien les premiers travaux de Caroline Chimot et maintenant je vais y arriver, Fiorine Navarreta, qui s'intéresse à ces questions-là. Et donc les activités qui touchent soit directement à la performance sportive, à la production de la performance sportive, soit les fonctions très hautes à responsabilité, président de fédération, président de club, DTN, sont réservées aujourd'hui majoritairement, voire quasi exclusivement, comme je vous le disais tout à l'heure, aux hommes. Alors pour faire avancer les choses en profondeur, il faut s'attaquer à la racine, c'est-à-dire aux stéréotypes de genre, à la place des femmes et des hommes dans notre société. La place de la femme ne pourra évoluer que si, en effet, la conception de la masculinité se transforme conjointement. Et les dispositifs qui sont mis en place, ceux que vous pensez, mesdames et messieurs les politiques, doivent donc concerner les deux populations, et les hommes et les femmes. Et bien entendu, on doit commencer le plus tôt possible, comme je le disais tout à l'heure, de la maternelle, et peut-être doit-on d'ailleurs changer l'appellation, madame Serin, et ne plus appeler ça des écoles maternelles, à l'école primaire, au collège, au lycée, et bien évidemment à l'université, mais aussi sur les lieux de travail, dans les associations. Et le sport, de ce point de vue-là, bien entendu, doit être moteur, comme nous l'a indiqué dans son intervention, Madame la Ministre. Personnellement, en tant que sociologue, je dis bien en tant que sociologue, je n'aurai certainement pas le même discours en tant qu'ex-présidente de club, mais en tant que sociologue, je suis sûre que les choses vont avancer rapidement dans l'avenir. Car la société aujourd'hui est prête à voir se produire certaines transformations. Pour preuve, voilà un magasin qui a pendant Noël, toujours, vous voyez, là il y a des choses qui changent. On voit deux petits garçons qui portent un bébé. Voilà, on a aussi un petit garçon qui fait à manger ici, qui prépare. Donc, on voit que les choses commencent quand même à être bousculées. C'est la première fois, je suis depuis 20 ans l'évolution des catalogues de jouets, je peux vous dire que c'est la première fois, la première année où on voit ce genre de choses. Donc les choses évoluent, les choses bougent incontestablement. Il existe des solutions incontestablement. Je le sens et je le pressens parce qu'il y a aujourd'hui un vrai volontarisme politique à tous les niveaux, un vrai volontarisme associatif, et Phoenix en est la preuve, un vrai volontarisme individuel, je peux le constater tous les jours, via le net, avec des blogs, avec des réseaux sociaux qui s'organisent, qui prennent forme ici et là et qui sont très très actifs. Bref, la multiplication des colloques, des tables rondes, des séminaires, des débats, notre présence ce soir, tout cela est vraiment enthousiasmant et encourageant. Bien sûr qu'il faudra être malgré tout encore vigilant, comme le démontre cette initiative, hélas, maladroite, je vais la qualifier de maladroite, pour être poli et rester poli, ça date d'il y a 15 jours à peine. Voilà Carrefour qui veut essayer de participer au développement du sport féminin et qui offre à des équipes de football masculines des équipements sportifs et aux footballeuses, vous le voyez, des kits de beauté. C'est sûr que nous en avons besoin sur un terrain pour marquer des buts et bien défendre. Donc bien sûr qu'il faudra rester vigilant, bien sûr. Bien sûr qu'il y aura également des résistances du côté de certains hommes qui ne voudront pas perdre leur entre-soi et surtout leur place. Mais comme le disait André Gide à son camarade Nathanaël dans les nouvelles nourritures terrestres, il ne tient qu'à toi. Oui, il ne tient qu'à nous. Alors, mesdames et messieurs, au travail. Merci Béatrice. Floriane, une présentation d'une étude qu'elle a menée dans le cadre de son stage à Phoenix sur la place des femmes dans les instances sportives. Restez là. Alors, devoir parler encore aujourd'hui d'égalité homme-femme nous amène à penser que ce principe, qui figure pourtant depuis 1789 dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, n'est donc pas un état de fait pour les femmes aujourd'hui. Ce principe qui a valeur constitutionnelle, qui figure dans la devise de la République française, a bien du mal à s'imposer et à devenir une réalité au féminin. Le concept de parité est né de cette lutte contre les inégalités de genre, entre autres.
Comment se situe la parité en Europe aujourd'hui? Alors, les pays de l'Europe du Nord, en gris sur le graphique, montrent l'exemple avec la représentation féminine la plus élevée, 42,2%. Les pays de l'Europe de l'Ouest, en Bordeaux, avec la France, se positionnent dans une fourchette médiane. Et les pays de l'Europe du Sud, en turquoise, sont les plus en retard, mais ils sont aussi les derniers à avoir donné le droit de vote aux femmes. En France, comparons 3 environnements. Pour celui des entreprises, les sociétés du CAC 40 en turquoise, en 2004, elles se situaient entre 5 et 10%, mais suite à la loi du 13 janvier 2011, établissant un objectif de quota, de récentes statistiques dénombreraient 20,8% de femmes au sein des conseils d'administration. Pour la sphère politique, le Sénat en Bordeaux a lui atteint le taux de 21,6% de femmes depuis 2008. Pour le mouvement sportif, les fédérations sportives, en gris, en 2008, se positionnent bien en dessous de ces chiffres. Malgré un ensemble de dispositions, tant internationales, communautaires que nationales, qui tentent d'asseoir la parité, force est de constater que l'égalité en droit n'implique pas nécessairement l'égalité de traitement. On peut le vérifier quotidiennement dans les 3 environnements. Certes, d'importants progrès ont lieu depuis une quarantaine d'années, reconnaissance des droits civiques, économiques et sociaux, mais les lois ou les engagements de certaines institutions peuvent être contournés, voire accommodés selon les circonstances. Pour illustrer, si dans l'environnement politique, certaines assemblées se sont féminisées sous l'effet notamment du scrutin de liste, il n'en demeure pas moins que les têtes de liste restent majoritairement masculines. Pour les entreprises du CAC 40, une étude du cabinet Gouvernance et Structure en 2010 montre que 17% des femmes nommées dans les conseils d'administration ont un lien de parenté direct avec la famille détentrice de l'entreprise. Dans les fédérations sportives, si une légère progression a pu être constatée, elle n'est mesurable qu'au niveau des postes organisationnels ou techniques, rarement au niveau des postes décisionnels. Le niveau de financement du sport féminin reste inférieur à celui du sport masculin. Les installations sportives prennent peu ou pas du tout la problématique de la pratique féminine. L'offre de pratiques sportives féminines est toujours inférieure. La médiatisation, la lisibilité donnée au sport féminin, comme l'a dit la ministre des Droits des Femmes tout à l'heure, sont sans commune mesure avec celles données au sport masculin. Quels sont donc les freins qui limitent l'application des droits dans le monde sportif? Alors, aux freins culturels dont Béatrice Barbus vient de largement nous parler tout à l'heure, donc ces freins culturels traditionnels que l'on rencontre dans la société en général, s'ajoutent dans le milieu sportif des freins d'ordre structurel. L'institution sportive, comme il a été dit tout à l'heure, a d'abord été créée par des hommes et pour des hommes. Son fonctionnement et son organisation gardent donc l'empreinte d'une culture masculine très forte. Les logiques de succession par désignation, cooptation, les modes de scrutin, mais aussi les cumuls de mandats, le cumul des fonctions, voire celui des statuts, freinent l'entrée des femmes aux postes de responsabilité. Mais aussi les fonctions peu définies dans les structures sportives, les tâches faiblement rationalisées, la transmission informelle des compétences sont préjudiciables aux femmes. On dit qu'en général que le flou est toujours préjudiciable pour les femmes. Que nous disent les chiffres 2008 du ministère chargé des Sports sur la féminisation de l'encadrement fédéral? Dans les fédérations olympiques, en 2008, une seule femme présidente, aucune aujourd'hui. C'est au poste de trésorière ou de secrétaire générale que les femmes exercent principalement des fonctions, mais surtout en tant que adjointe, trésorière adjointe ou secrétaire générale adjointe. Les femmes au sein des fédérations unisport non olympiques sont sous-représentées d'une façon générale dans tous les postes à responsabilité.
Ce sont dans les fédérations multisports où ne s'exerce pas d'enjeux stratégiques majeurs que l'accessibilité des femmes au poste de dirigeante est donc la plus grande. Pourtant, le Code du sport conditionne l'obtention de l'agrément des groupements sportifs, entre autres, à l'exigence de dispositions statutaires garantissant l'égal accès des hommes et des femmes à leurs instances dirigeantes. À la date d'aujourd'hui, 13 fédérations olympiques sur 31 ont d'ores et déjà effectué leur assemblée générale élective et ont ainsi renouvelé leurs instances dirigeantes. Aucune femme présidente, une seule trésorière, 2 secrétaires générales. Nous pourrons effectuer fin mars un bilan plus complet lorsque la totalité des fédérations olympiques auront eu en effet leur assemblée générale élective. Quelles sont les préconisations issues de différents travaux universitaires, mais aussi de rapports depuis plus de 10 ans? D'abord, ce serait l'instauration statutaire du mode d'élection par scrutin de liste qui est le plus favorable à la parité, le non-cumul des mandats, un taux minimum de représentation entre 20 à 35% pour le genre le moins représenté. On sait que c'est le seuil nécessaire pour qu'un groupe minoritaire puisse se faire entendre. Une rationalisation, une formalisation des tâches aussi plus précises. Et enfin, la construction de réseaux de dirigeantes permettant la constitution de solidarité féminine. Et c'est dans cet axe que Femix Sport s'engage plus particulièrement cette année, avec la création notamment de Femix Sport Limousin. Alors pourtant, beaucoup de raisons d'être optimiste. La nomination en mai 2012 donc, du premier gouvernement paritaire de l'histoire de la République et le rétablissement d'un ministère des droits des femmes de plein exercice engage donc, semble-t-il, une nouvelle étape dans la mise en œuvre d'une politique d'égalité entre les femmes et les hommes. Celle-ci fait l'objet aussi d'une mise en œuvre interministérielle. Un document de politique transversale présenté sous forme d'annexe générale au projet de loi de finances développe une stratégie de mise en œuvre, des crédits, des objectifs et des indicateurs de suivi. Dans chaque ministère, sous la direction d'un haut fonctionnaire, doit s'élaborer une politique spécifique avec des feuilles de route spécifiques. Aussi, le 30 novembre 2012, un comité interministériel aux droits des femmes a réuni pour la première fois depuis 12 ans tous les ministres d'un gouvernement pour parler d'une politique d'égalité entre les femmes et les hommes. Enfin, un appel à contribution a fait l'objet de l'ouverture d'un espace en ligne et ainsi plus de 40 propositions sont ainsi remontées auprès du ministère et ont fait l'objet d'une synthèse. Parions sur leur mise en œuvre. Je vous remercie. Merci Floriane. Passons maintenant aux informations locales, notamment par la direction départementale de la cohésion sociale, Madame Sœur et Monsieur Bellac. Bonsoir. Nous ne reviendrons pas en détail sur le plan, sur les actions qui ont été mises en place et initiées depuis à peu près 1 an. Madame la préfète les a abordées. Nous souhaitons plutôt centrer notre intervention sur le dispositif d'observation qui a été mis en place. Ce dispositif s'articule autour de 2 axes. Le premier, une analyse des subventions CNDS, subventions qui sont versées donc aux associations sportives, et plus particulièrement les subventions qui sont versées aux clubs, sur la thématique sport féminin, qu'il s'agisse du développement de la pratique sportive féminine ou de l'accès des femmes aux responsabilités. 189 clubs en ont bénéficié en 2012. Cette analyse a été faite également sur 2011. 189 clubs, c'est à peu près un petit peu moins de la moitié du total de ceux qui font des demandes de subventions. Par ailleurs, en lien étroit avec le comité départemental olympique et sportif, un questionnaire a été envoyé à 2500 clubs sportifs et aussi aux comités départementaux sportifs. À ce jour, le taux de réponse est celui qui figure donc sur la diapo. 231 clubs ont répondu, ainsi que 20 comités départementaux sportifs. Alors pourquoi un dispositif d'observation? Parce que dans le cadre
du plan que l'on souhaite initier, on souhaite évaluer l'impact des politiques publiques menées de telle sorte que l'on soit en capacité d'apprécier si nous progressons ou non dans la féminisation du sport. Quelques données issues de ces travaux d'observation. Tout d'abord, en ce qui concerne la pratique licenciée. On peut, Catherine, constater que la situation de la Seine-et-Marne est plutôt bonne, moins mauvaise peut-être, par rapport à la moyenne nationale. Par ailleurs, on voit que ceux qui ont répondu au questionnaire, sachant que les deux premières colonnes, ce sont des chiffres qui sont issus des statistiques ministérielles, on voit que ceux qui ont répondu au questionnaire sont quand même impliqués dans cette politique-là, puisque là, on a une différence moins marquée entre les hommes et les femmes que par rapport aux moyennes nationales et aux moyennes départementales. Oui, effectivement, moi je serais d'un optimisme beaucoup plus modéré parce que ce qu'on voit quand on va dans le détail des différentes disciplines, comme le montrent les diagrammes suivants, c'est qu'on reste effectivement sur les questions qui ont été abordées successivement par les ministres et par Béatrice Barbus et les différents intervenants. C'est-à-dire qu'on reste sur des sports pratiquement entièrement masculins, certains sports de combat, le kendo, le kung-fu, des choses comme ça. Par contre, la danse, ben voilà, on a 100% de femmes sur le diagramme suivant. Donc, l'intérêt, le biais de cette enquête, c'est effectivement que, on peut le dire en faisant un peu de provocation, mais qu'ont répondu ceux qui sans doute ont lancé des actions assez positives vers le progrès, mais que quand on va un peu plus dans le détail, on se rend compte qu'on est encore sur des inégalités par discipline très flagrantes et qu'on a un énorme travail à faire et sur l'image des sports et sur l'accès de tous les sports aux femmes. Et dans ce département en particulier, on a un autre souci qui est le souci géographique, et on va le voir immédiatement sur la carte suivante, c'est-à-dire que, comme d'habitude, et c'est pas propre au sport, mais les actions sont surtout menées sur l'ouest du département, un peu le centre. Finalement, le canton d'Ozoir-la-Ferrière s'en sort pas si mal que ça. Mais on voit bien qu'on a encore de gros efforts à faire sur la frange est du département le sud, et donc l'ensemble des zones rurales, et c'est ce qui va être intéressant de discuter dans les tables rondes aussi, c'est-à-dire comment on rend accessible aux responsabilités à la pratique, accessible aux femmes dans ces zones rurales, en prenant en compte des contraintes, transport, mode de garde, etc. Donc je serais beaucoup plus modérée dans l'optimisme. Sur la diapo suivante, on peut constater que, par rapport, en ce qui concerne la prise de responsabilité des femmes dans les clubs, les réponses que nous avons au questionnaire témoignent du fait qu'il y a une certaine proportionnalité de représentation dans les instances dirigeantes par rapport au nombre d'adhérentes. Donc de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui m'apparaît positif. Et deuxième remarque, c'est que cette proportion est encore, j'allais dire, plus marquée dans ce qui concerne la prise de responsabilité au sein des bureaux, c'est-à-dire au sein des plus hautes instances dirigeantes. Donc, encore peut-être un facteur d'optimisme. Ben non, non, désolé, parce que quand on regarde le détail, eh ben c'est exactement ce que les intervenantes précédentes disaient, c'est-à-dire qu'on est secrétaire à 31%, et puis secrétaire adjointe à 13%, et seulement 15% de présidente et 10% de vice-présidente. Donc je crois que là, la marge de progrès, elle est évidente aussi. Donc là, c'est encore pire. Vous voyez la carte, les actions initiées en matière de favorisation de la prise de responsabilité des femmes dans les clubs. Donc il y en a beaucoup moins que sur la pratique, déjà, premier constat. Et deuxième constat, alors le grand vide rural Seine-et-Marnais, là, on en a une illustration flagrante. Donc je crois que là, on a nos deux axes d'intervention prioritaires sur les années à venir. Bon, on en arrive pratiquement au terme de notre étude. En ce qui concerne la prise de responsabilité des femmes au sein des comités, là, c'est vrai que c'est moins bien en ce qui concerne la prise de responsabilité au sein des clubs, même si on peut quand même avoir un petit bémol sur ce constat, à savoir que la place des femmes dans les bureaux
est meilleure que la place des femmes, la prise de responsabilité des femmes au sein des comités directeurs. Et donc, sur le magnifique camembert en couleur que vous avez l'illustration exacte du plafond de verre dont parlait Madame la Ministre. C'est-à-dire que là, quand on est sur des niveaux de responsabilité supérieurs, dans des comités, eh bien, on n'a plus que 8% de femmes présidentes et 24% de vice-présidentes, le gros des pourcentages étant sur les postes de secrétaire, comme d'habitude. Voilà. Ben, écoutez, vous êtes intéressé par cette thématique-là. Si vous souhaitez évaluer les progrès qui sont faits sur cette thématique, à consulter les données qui figureront en ligne, qui seront beaucoup plus précises que celles que l'on vous a présentées maintenant. Merci de votre attention. Madame Sœur, monsieur Denac, merci. Et pour conclure cette deuxième partie d'introduction à la thématique et de présentation, j'invite Madame Annie Leroy, secrétaire générale du comité départemental olympique et sportif de Seine-et-Marne, à vous présenter ses travaux. Bien évidemment, le comité départemental olympique et sportif de Seine-et-Marne, qui a un comité directeur avec 3 femmes sur 30, ne pouvait pas passer à travers de la thématique. Il a créé une commission spécialement créée pour promouvoir la pratique des femmes et l'accès de celle-ci aux responsabilités associatives. J'ai l'honneur d'en être la présidente et je travaille avec l'aide de 6 à 10 personnes, avec la participation du Conseil général, en la personne d'Isabelle Chusseau, avec la participation également très active de la direction départementale de la cohésion sociale, et avec Catherine Sœur. Cette commission se réunit très régulièrement pour réfléchir donc à ce qui pourrait aider à la promotion de notre activité. Alors, bien que les chiffres soient très différents d'une discipline à l'autre, comme on vous l'a déjà dit, l'ensemble de la pratique féminine en tant que licenciée, elle évolue entre 35 et 40%. Il est possible de faire mieux, bien entendu. Et pour cela, nous avons décidé, au sein de la commission sport au féminin du CDOS, de mener des actions sur 2 volets: développer la pratique féminine en structure encadrée et favoriser donc l'accès des femmes aux responsabilités. Pour le premier volet, nous avons trouvé que nous souhaitions valoriser quelques réalisations originales de clubs sportifs de notre département. Par exemple, l'organisation de séances portes ouvertes aux féminines non licenciées. Parce que lorsque un homme pratique régulièrement une activité sportive, il a un petit peu tendance, si vous avez déjà remarqué, à en parler très fréquemment, à monopoliser un petit peu les conversations pour exposer ses résultats sportifs, ses performances, etc. Et à fatiguer un petit peu les femmes autour de la table qui aimeraient bien un autre sujet de conversation. Alors, il est peut-être intéressant, à l'occasion d'une séance particulièrement dédiée aux femmes, d'emmener qui sa voisine, qui sa copine, qui sa cousine, à venir au sein de son club découvrir l'activité. Et l'avantage de cette pratique, c'est que les animations peuvent s'inscrire dans le cadre des créneaux horaires habituels des clubs et permettent, disons, d'offrir la découverte in situ de ce dont elles ont eu les oreilles rabattues. Alors, notre commission sport au féminin
permet d'aider dans l'organisation, dans la communication. Et nous venons très régulièrement dans ces petites animations pour promouvoir, soutenir toutes ces actions. Cette année, nous avons eu l'occasion de participer à 8 actions originales, par le triathlon par exemple, le handball, le basket, le tennis et la course d'orientation. Alors pour toutes les associations qui souhaiteraient nous faire connaître leurs réalisations, eh bien je les invite à prendre contact avec le DOS, la commission sport au féminin, de remplir un petit dossier et nous examinerons la façon dont nous pouvons les aider et participer à cette promotion. Deuxième volet, eh bien, nous avons souhaité participer à l'action départementale du développement de l'accès des femmes aux responsabilités associatives. Dans ce but, nous avons donc participé à un comité de pilotage qui a été créé spécialement pour d'abord établir un état des lieux, des actions développées dans les ligues, comités et clubs du territoire sénémarnais, soutenir les projets, les valoriser, les promouvoir, les diffuser auprès des autres acteurs du mouvement sportif, parce que certains nous ont semblé avoir valeur d'exemple, et être facilement reproductibles. Nous avons, pour préparer le colloque de ce soir, organisé 2 soirées débat, le 9 octobre à Montreux et le 25 octobre à Plessis-la-Chapelle, au cours desquelles eh bien, 7 actions originales ont été présentées à un public que nous avons rassemblé, qui était quasiment paritaire, ce qui était quand même très très agréable. 25 à 30 dirigeantes et dirigeants nous ont rejoints, ce qui a composé des salles très très conviviales et animées, et qui ont servi de premier socle préparatoire à ce colloque de ce soir, dont l'objectif est de bâtir un plan d'action départemental pour la prochaine Olympiade, que nous espérons ambitieux mais réaliste. Je vous remercie. Nous allons terminer avec la seconde partie de notre soirée, donc avec des présentations diverses et intéressantes, enrichissantes, moi je le pense. Nous allons donc inviter notre première table ronde, lutter contre les stéréotypes dès le plus jeune âge et agir par la formation. Donc pour cette table ronde, j'appelle Béatrice Palierne, l'animatrice de cette table ronde, secrétaire de FEMIX, mais également cadre technique national à la Fédération française de tennis de table. Avec Béatrice, nous aurons pour cette table ronde Madame Françoise Barthélémy, directrice nationale adjointe de l'UNSS, Madame Emmanuelle Cartilly-Taupin, trésorière du Judo Club de Nangis, et Madame Marie Richard, vice-présidente du Conseil général en charge de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Et bien sûr, Aya Sissoko participe à ce débat. Mesdames, je vous laisse, je vais redescendre. Comme vous le savez, le sport est le miroir grossissant de la société. Alors comment l'ensemble de la société, notamment l'éducation nationale, mais aussi les associations sportives, les collectivités locales, dans la gestion du temps périscolaire, dans les centres de loisirs, peuvent agir en complémentarité pour, dès le plus jeune âge, veiller à un égal accès entre les filles et les garçons à la pratique sportive et à la prise de responsabilité. Alors, quels seraient aujourd'hui les leviers identifiés? Un certain nombre. Bien sûr, cette liste peut être
infinie. Je vais vous en citer quelques-uns des leviers. La diversification des choix de pratique, l'intéressement aux instances dirigeantes, sur l'exemple des conseils municipaux des jeunes, l'image des femmes dans les médias, la lutte contre les stéréotypes pour mieux accueillir les jeunes filles dans les disciplines où elles sont minoritaires, la formation, la sensibilisation des encadrants et des dirigeants, des jeunes filles, des femmes, mais comme vous l'imaginez, la liste serait longue. Alors tout de suite, je vais donner la parole à Aya, qui va nous faire part de son expérience et nous faire partager celle-ci, avec la première, bien évidemment, que tout le monde se pose ce soir. Aya, pourquoi la boxe? Alors, bonsoir à tous. Alors, pourquoi la boxe? Par hasard. J'ai commencé la boxe à l'âge de 8 ans, presque 9 ans. Ce n'est pas une discipline que je connaissais. Juste un concours de circonstances, ma mère cherchait un moyen, un mode de garde. Donc elle s'est renseignée auprès de l'école primaire que je fréquentais. Et donc les sports à disposition étaient la boxe, le judo, le tir à l'arc et le volleyball. Alors au commencement de cette aventure, elle m'a dit, donc le professeur lui fait l'article, et elle lui dit tout sauf la boxe. Donc c'est vrai que l'aventure a commencé par défiance envers ma mère. Si tu veux pas que je ne fasse de la boxe, je ferai quand même de la boxe. Elle a essayé de me convaincre le soir en rentrant à la maison. J'ai tenu bon et puis elle m'a soutenue dans mon projet de sportive. Par contre, je ne m'attendais pas à avoir à affronter justement tout l'entourage qui était le mien au sein de ma cité. Parce qu'effectivement, une femme qui plus est noire n'avait pas à faire de sport, encore moins de la boxe. Et donc, ma mère a dû affronter pas mal de remarques. Oui, enfin, tu ne devrais pas laisser ta fille fréquenter les salles de sport, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Elle a tenu bon. Et puis, elle m'a laissé, au final, pratiquer ce sport. Dans un premier temps, la boxe française et ensuite la boxe anglaise pendant 20 ans. Tu nous as parlé des réactions de ton entourage. Peux-tu nous, en 2-3 mots, nous expliquer un petit peu l'intégration dans le club et puis ton accès à pratique vers le haut niveau? Et bien évidemment, tout le monde connaît ton parcours d'excellence. Alors bien sûr, alors par contre quand je parle d'entourage, effectivement il y a l'entourage proximal, donc celui que l'on côtoie au quotidien, donc il y a les gens de cité, parce que j'ai vécu pendant longtemps dans une cité. Toutefois, ce que disait tout à l'heure Madame Barbus, les stéréotypes de genre existent, quelle que soit la catégorie socio-économique, quelles que soient les catégories socio-économiques. C'est-à-dire j'ai eu aussi affaire à des remarques sexistes voire misogynes. Par des gens que l'on dit en tout cas appartenir à des catégories beaucoup plus aisées intellectuellement. Voilà, donc juste une petite parenthèse. Sinon, mon intégration au haut niveau, dans un premier temps, elle s'est faite assez logiquement. Je veux dire, de toute façon, on se base sur des faits objectifs aux résultats sportifs. Effectivement, si vous avez le niveau, si vous performez, vous intégrez le haut niveau. Toutefois, j'ai eu à constater effectivement que le traitement entre les hommes et les femmes n'était pas du tout le même. Pourquoi? Parce que à l'époque, je devais travailler pour pouvoir continuer à pratiquer le sport que j'ai choisi. C'est-à-dire que certains hommes pouvaient bénéficier effectivement d'aide de la fédération, que ce soit déjà en termes d'infrastructure, c'est-à-dire que pour la pratique en tout cas de la boxe française, ensuite de la boxe anglaise, les hommes avaient accès à l'INSEP, ce qui n'était pas le cas des femmes. Les hommes avaient le droit à des aides personnalisées, ce qui n'était pas, en tout cas ce qui était beaucoup plus difficilement accessible pour les femmes. Donc qui dit aussi entrer à l'INSEP, c'est aussi accéder à un cursus scolaire. Donc effectivement, quand vous ne faites pas partie du système, vous devez vous débrouiller par vos propres moyens. Voilà, donc énormément d'handicaps que n'ont pas forcément à subir les hommes.
Dernière petite question, peux-tu nous relater le stéréotype qui t'a le plus marqué par rapport à ta carrière, et s'il y a quelque chose qui t'empêche pas de dormir, mais qui t'a vraiment marqué profondément? Bon, de toute façon, à partir du moment où on décide de faire du sport féminin à haut niveau, de toute façon, il faut avoir la peau dure. Le stéréotype qui m'a le plus marqué, il y en a énormément. De toute façon, une remarque très très basique, t'as pas mieux à faire de toute façon que de pratiquer la boxe. Je veux dire, certains n'ont pas hésité presque à m'édifier une liste de sports qui serait beaucoup plus appropriée pour la femme que j'étais. Et puis bien sûr, effectivement, il y a en permanence cette référence au physique. Effectivement, une femme, de toute façon, une femme, il y a une compatibilité entre guillemets entre être féminine et être boxeuse. Il y a toujours cette référence, les boxeuses sont des camionneurs, doivent avoir une sexualité entre guillemets déviante. Voilà, donc je veux dire, il y a énormément de stéréotypes, de clichés, de préjugés qui circulent. La liste est très longue, oui. Merci Yaya pour ta franchise et ta sincérité. Nous allons maintenant donner la parole à l'UNSS. Comment lutter contre les stéréotypes avec Françoise Barthélémy, directrice nationale adjointe. Comment peut-on élargir le choix des jeunes filles pratiquant en UNSS? Quelles actions menées par l'UNSS vis-à-vis des enseignants, vis-à-vis des jeunes? Françoise, si tu as des solutions. Merci. Alors, des solutions, je pense que ce soir, on en a tous en tête. Il n'y a pas une solution, il y a plusieurs solutions. Il y a énormément de beaux projets devant nous. Et nous avons quand même la chance dans notre pays d'avoir un sport scolaire. Et ça, je pense qu'il faut vraiment en être conscient. Et quand je dis sport scolaire, je mets derrière l'UCEP, l'UNSS, l'UXEL, je mets derrière sport scolaire vraiment tout ce qu'on peut proposer en termes d'associations sportives à nos enfants, depuis la maternelle et l'université aussi, bien sûr. Béatrice, désolée, mais voilà. Ça va vraiment sur toute cette scolarité. Quand je parle d'associations sportives, souvent on pense à la pratique. La pratique, c'est très important. On ne va pas revenir sur éventuellement toutes les possibilités de faire avancer cette pratique. On avait, il y a très longtemps, la parité dans les équipes d'enseignement, autant d'hommes que de femmes en tant que professeur de TS. Cette parité, il y a bien longtemps qu'elle n'existe plus. On m'a fait comprendre récemment que de toute façon, ce n'était pas l'ordre du jour. Donc derrière, il y a le problème, effectivement, de la formation initiale et continue. Parce que j'ai plein d'exemples en tête d'enseignants, d'hommes comme de femmes, qui, soit hommes, se sont mis à l'aérobic, femmes qui se sont mis au rugby. Ce sont des exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. Et je pense très sincèrement que si on continue, si on poursuit ce travail au niveau de la pratique, et en même temps de la responsabilisation, on va réellement avancer. Depuis le début, on parle de pratique, on parle de responsabilisation. Les deux sont intimement liés. Peut-être que pour le moment, la pratique a un tout petit peu d'avance, même s'il y a encore beaucoup de retard quand on voit les chiffres. Mais je pense que c'est lié. Et pourquoi? Il faut que ça reste lié parce que tous les enfants que nous avons à l'association sportive, simplement au niveau des chiffres, on a à peu près environ 1 million de licenciés au niveau de l'UNSS, collège et lycée. 1 million de licenciés. Si on imagine potentiellement 1 million de sportifs, 1 million de dirigeants, alors vous allez me dire, oui, mais attention, dans le million, il y a 40-60, c'est vrai. 40% de filles, 60% de garçons, environ. Ça n'empêche que les disciplines où il y a le plus de filles, c'est pas forcément la danse, pas forcément la gymnastique. Ça peut aussi être beaucoup de sports collectifs, sports de duel, notamment, et de l'athlétisme. Donc, le choix de l'activité, c'est important, mais les contenus
et ce qu'on peut apporter aux enfants à partir de ces contenus, c'est extrêmement important. Là, c'est la pratique. Le côté responsabilisation, parmi vous, j'imagine que beaucoup ont entendu parler des jeunes officiels. Les jeunes officiels, ce sont tous les arbitres, juges qui permettent tous les mercredis d'arbitrer, de juger les compétitions. Mais à ce dossier s'est étoffé là, les 2 dernières années. Il s'appelle désormais Jeunes officiels vers une génération responsable. Donc on est en route avec nos jeunes et on doit sincèrement tous se sentir concernés. Pourquoi ? Parce que les enseignantes de PS, les collègues dans la structure, départementaux, régionaux, nationaux, et toutes les collectivités territoriales, tous les partenaires, on a tous besoin de travailler ensemble pour accompagner cette jeunesse vers cette génération responsable. Et à travers ce grand dossier, les 3 points, les jeunes arbitres, les jeunes dirigeants et les jeunes organisateurs, qui font que demain, on pourra étoffer toutes les associations sportives, les clubs sportifs, et bien au-delà encore, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le sport est, je pense, vecteur, et on le pense tous, accélérateur de cette mixité. Et le tout régulièrement recadré dans cette mixité. Il est hors de question, et je pense qu'on est tous d'accord, l'association Fémix, c'est pas femmes seulement, c'est mixité. On ne peut avancer et on ne peut construire qu'à partir de cette mixité. Et pendant de nombreuses années, il a fallu peut-être que beaucoup de femmes se battent seules. Et maintenant, il faut qu'on se batte ensemble, parce que la ministre l'a dit, les femmes sont une chance, et je pense que la mixité est une richesse. Donc à partir de ce dossier-là, et c'est pour ça que je vais passer le témoin à la Seine-et-Marne, la Seine-et-Marne est vraiment très innovante en matière de formation de jeunes dirigeants. Donc cette formation s'est mise en place 1 an déjà avant la réalisation du livret « Je suis jeune dirigeant » à l'UNSS. Un travail conséquent a été fait en Seine-et-Marne avec le comité olympique, avec des partenaires, au niveau national avec le CNOSF. Et je pense qu'à travers ce dossier de jeunes dirigeants, on va pouvoir effectivement aussi faire avancer la pratique. Parce que l'éducation, ça reste quand même, à mon sens, la base de l'avenir de nos futurs dirigeants et dirigeantes de demain. Je dis dirigeants parce que souvent le masculin l'emporte en grammaire, il me semble, encore jusqu'à aujourd'hui. Voilà, merci. Donc je passe la parole à... Alors, comment en Seine-et-Marne, la mise en œuvre avec Madame Chantal Rosiot, conseillère technique EPS. Si elle a un micro, c'est...